Voilà, Thierry est là, Thierry Frémaux. Il faut bien que quelqu'un commence. Ce que j'ai été frappé, c'est par la profondeur de champ qu'on arrive à avoir sur ces images avec des moyens techniques de l'époque, de la chimie de l'époque. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une telle profondeur de champ dans les images? Et en plus avec un projecteur qui n'avait pas de viseur. Donc tous les films que vous avez vus, la composition du cadre, l'organisation de l'espace à l'intérieur de chaque film était quelque chose de à la fois très précis et de complètement miraculeux. Et non, c'est Lumière était photographe le film les films qu'il fait reflètent un talent de photographe qu'on va retrouver après dans les autochromes. Et donc il y a des choses que, pour avoir vu souvent les films, j'ai pu remarquer justement sur cette profondeur de champ, mais il y a aussi, c'était un peu le but du film, que chacun finisse par travailler lui-même pour voir des choses. Ce qu'on devrait d'ailleurs faire tout le temps. C'est pour ça que voir ces films-là, c'est une façon de se laver les yeux et de retrouver l'attente du plan. C'est-à-dire l'attente de... Puisqu'aujourd'hui, on est de moins en moins concentré, là on est obligé de se concentrer parce qu'on se dit on va peut-être rater quelque chose. Et c'était aussi, en faisant ce film, pour montrer ce genre de considération technique, de l'ordre du miracle, mais qui sans la technique n'existerait pas, parce qu'on dit toujours que le cinéma est un art industriel, c'est aussi un art technique, mais en même temps, c'est affiché, je l'ai dit, donc je sais pas, mais il invente 3 fois le cinéma. Il invente la technique, il invente l'art et il invente les spectateurs. C'est-à-dire que ce sont les spectateurs qui, historiquement, en 1907 en particulier, quand les salles commencent à se sédentariser, qui inventent le cinéma. Et Lumière, il invente la salle de cinéma aussi. Donc il invente l'idée qu'il faut être là tous ensemble parce que c'est comme ça que ça commence. Quand le père assiste à une démonstration du kinétoscope Edison, qui est une machine individuelle assez au point, mais avec une petite image. Et pour que cette image voie le jour, il fallait payer. Américain. Lumière, le père, voit ça et dit il faut faire sortir l'image de la boîte. Je rentre à Lyon, mes fils trouveront, qui est une phrase qu'on aime vachement. Et c'est Auguste qui commence, qui n'y arrive pas, et c'est Louis qui finit par y arriver. Alors, évidemment, les deux cèdent de ce qu'a fait Edison, de ce qu'a fait Marey, Muybridge, Émile Reynaud, les frères Skladanowsky. Ça parle beaucoup dans la communauté scientifique. Mais c'est lui qui y parvient, techniquement, et philosophiquement. C'est-à-dire que Edison, je pense que techniquement, il avait de quoi inventer le cinéma. Mais il se trompe. Il invente cette machine, qui est le décodeur Canal+, quoi, alors que Lumière invente la salle de cinéma. Et ce dont les gens avaient besoin à l'époque, c'est ce dont on a toujours besoin, c'est-à-dire être tous ensemble dans une salle pour partager l'émotion et la tragédie du monde. Et il n'y croit pas, Edison. Il dit, mais ce que je vous disais, le français se trompe. Ben non, il ne se trompait pas. Et aujourd'hui, que nous vivons dans des temps de plateformes Internet et de cell phone et de films qu'on voit sur un ordinateur ou à la télévision, la question ressurgit. Elle a ressurgi quand nous avons, Édouard et moi, montré des films Netflix à Cannes, qui n'étaient d'ailleurs pas les films Netflix, c'était des films de réalisateurs, des films d'auteurs, qui se trouvent être produits d'une autre façon et désormais projetés sur un support différent de la télévision, etc., c'est-à-dire le téléchargement sur Internet. Très bien. On va vers ça. Il y a un monde nouveau qui vient. Et c'est compliqué de résister à ça, surtout que la jeune génération... Mais la jeune génération, si on lui dit, alors qu'elle passe son temps à pianoter sur les trucs, si on lui dit samedi il y a cinéma, c'est une chose différente. Et la plus belle des réponses apportées à Netflix, nous on savait qu'il allait y avoir du grabuge autour de ça, mais la plus belle des réponses a été Dunkerque de Christopher Nolan. C'est un film qu'il faut voir au cinéma, qui a été même conçu comme ça. Et d'ailleurs, le film a eu un succès énorme et les gens ne se sont pas dit « Oula, je vais attendre de le voir sur mon cell phone ». Et donc Lumière a compris cette capacité-là
Et la première séance publique du cinématographe, le 28 décembre 1895, est beaucoup plus que l'aboutissement technique. C'est ce qu'on a voulu montrer aussi dans le film, c'est que Lumière, c'est un auteur, quoi. Parce que le pauvre, on dit toujours qu'il n'est pas vraiment inventeur et qu'il n'est pas vraiment cinéaste. Et nous, on veut dire qu'il est complètement inventeur. Une seule preuve, il y a plein d'inventeurs avant lui, il n'y en a pas un seul après. Une fois que c'est fait, c'est fait. Quand il fait son premier film, La sortie des usines, en fait le film s'appelle Sortie d'usine, parce qu'il y a des savants, très savants, qui ont dit oui, c'est un film publicitaire, La sortie des usines Lumière. Il s'appelait Sortie d'usine, il ne s'appelait pas Sortie des usines Lumière. C'est nous qui l'avons appelé comme ça, nous tous, depuis 1900. Et donc, Lumière est un inventeur qui techniquement rend la chose parfaite. Et puis, il est l'un des premiers cinéastes. Il est le premier cinéaste. Et nous qui faisons métier d'aller chercher des cinéastes et puis de les remettre dans le flux et dans la lumière, et pour dire, voilà, tel cinéaste oublié qui est au purgatoire, il faudrait revoir les films, c'était quand même assez passionnant de pouvoir le faire avec le premier d'entre eux. Je ne suis pas le seul, évidemment, à l'avoir fait. Il y a d'autres gens qui l'ont fait. Jean-Luc Godard, je ne dis pas ça que parce que je suis en Suisse, mais il a dit dans les années 60 ce que le cinéma de Lumière avait de très beau, ce qui d'ailleurs m'aide. Il y a Piala aussi qui a des choses très très belles sur Lumière. Vous savez qu'en cinéma, surtout en France, parce qu'on est snob, il faut toujours avoir l'adoubement de quelqu'un. Alors comme Godard a dit que c'était bien, tout à coup il y a plein de gens qui disent « Oh, c'est formidable les films Lumière ». Bon. Mais nous on s'en fout. Mais il y avait quand même beaucoup à dire et beaucoup de légendes à contrer l'idée que Lumière ne croyait pas à son invention. Ce qui est assez beau, quoi. Le type invente le cinéma et n'y croit pas. Il a quand même fait 1500 films, donc il y croyait quand même un tout petit peu. Et puis il y a des traces, il y a des archives, il y a des courriers où on voit qu'il organise l'invention, des salles de cinéma, la circulation des films, la programmation. Il fait tout ça. Autre légende d'ailleurs, là je jump vers la fin, il arrête le cinéma parce qu'il laisse ça aux artistes, dit-il, dans une modestie lyonnaise. Et quand il organise le jubilé de Georges Méliès en 1935, Méliès qui était dans la misère, qui avait tout perdu, etc. On voit ça dans le film de Scorsese, Hugo Cabret. Lumière dit « Je salue en vous l'inventeur du spectacle cinématographique ». Sous-entendu, c'est pas moi. C'est pas un monsieur Jourdain qui fait du cinéma sans le savoir. Mais il y a quelque chose, la dernière phrase que j'ai voulu mettre, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinairement modeste. D'ailleurs, quand on lui disait « C'est pas vous qui avez vraiment inventé le cinéma », il disait « Écoutez, ce qu'on va faire, vous allez me dire si quelqu'un est allé au cinéma avant le 28 décembre 1895. D'ici là, permettez-moi, je cite exactement, permettez-moi de me considérer, virgule, en toute quiétude, comme le premier venu. » Donc quand même, il ne la ramenait pas trop. Le type invente le cinéma. Bon. Mais en fait, il arrête le cinéma, parce qu'en effet, il a fait ce qu'il avait à faire, et c'est aussi comme ça, parfois, dans la vie. Gaumont et Pathé sont toujours là. Méliès, évidemment, n'a pas eu de postérité. C'était les 4 mousquetaires français du cinéma des origines. Mais il veut inventer la photographie en couleur. Puisque la première séance privée, le 22 mars 1895, Lumière a 2 communications à faire à la Société française d'encouragement à l'industrie nationale. Une sur une machine à projeter les images, le cinématographe. Ça s'appelle d'ailleurs pas encore le cinématographe, parce que quelqu'un d'autre avait déposé le nom. Parce que ça veut dire écrire le mouvement. Et le père Lumière, Antoine, qui était l'homme qui nous plaît beaucoup, c'est celui qui... Parce que les 2 frères n'étaient pas jumeaux, mais ils étaient quand même très frères. 6 frères qu'ils ont épousé 2 sœurs. Les 2 filles du brasseur de bière Vinclair, qu'on voit dans les joueurs de cartes, là. Et les 2 frères Lumière ont épousé les 2 sœurs Vinclair, et les 2 frères Vinclair ont épousé les 2 sœurs Lumière. Donc ils ont croisé à 8, quand même. Et le père disait... ne vous plaignez pas, mes enfants, à vous tous, vous n'aurez qu'une seule belle-mère. Qui est un mot d'auteur qui dit bien, encore une fois, ce qu'était l'humeur de cette famille.
Et donc, les frères, eux, leur truc, c'était d'inventer la photo en couleur. Et il y avait une communication sur avancée de nos travaux sur Ducos du Horon, qui était un des fondateurs de la photographie en couleur des premières recherches. Et en 1905, ils arrêtent tout, mais entre-temps, en 1903, ils ont inventé l'autochrome lumière, qu'ils commercialisent en 1907 et qui va être le procédé de photocouleur jusque dans les années 30, quand George Eastman va inventer la pellicule souple pour la photo. Et avant, c'était des plaques en verre, etc. Et toutes les photos de la guerre de 14 que vous voyez sont des autochromes qui diffractent la lumière. C'est fait à base de cellules de fécule de pommes de terre. Et donc, il y a un petit côté pointilliste, un peu impressionniste. C'est très, 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 très beau. Et ça prouve, les photos noir et blanc, les films et ça, qu'il y a chez Lumière un monde, un imaginaire, quelqu'un qui, comme on le dit, des artistes, a une vision du monde. Et c'est pour ça que c'était important aussi de le remontrer par les films. Films qu'il a réalisés, c'était l'un des meilleurs réalisateurs, et films qu'il a produits quand il produit ceux des opérateurs. Et chez les opérateurs, ils ne sont pas tous très bons. D'ailleurs, sur les 1500 films, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a que des chefs-d'œuvre. Quand vous avez vu 17 fois un défilé de l'armée allemande, eh ben, vous vous emmerdez quand même un peu. Et donc, il a aussi inventé les films pas bien, voilà, les films ratés. Il faudrait faire un chapitre d'ailleurs, film nul. Et les opérateurs, il y en a qui ne sont pas bons du tout. Et puis il y en a, j'arrête pas de les citer, Gabriel Vert, Alexandre Promiot, Félix Mesguich, il y en a qui sont très très bons. Et ils ont tous un vadémécum que Lumière leur donne. Aller dans la rue, filmer les gens. Quand vous arrivez dans un pays, essayez de filmer le roi, le président, le tsar. Comme ça, il sera content de se voir et il vous donnera toutes les autorisations nécessaires. Et ils vont procéder comme ça, mais à donner ces films-là dont plein de gens, dont plein sont extraordinairement, tellement les gens qui sont filmés continuent à garder cette vérité-là. Et c'est assez fou que ce bourgeois lyonnais, enfin, c'était pas des bourgeois, parce que en fait, les deux fils ont inventé une plaque photographique noir et blanc qui a permis la construction de l'usine, qui a fait la fortune de la famille, alors que le père venait de dire « nous sommes perdus, je ne sais plus vous faire vivre ». Et comme disait Coluche, c'est pas des nouveaux riches, c'est des anciens pauvres. Et donc, ils avaient du temps pour inventer, pour faire des choses. Et il a quand même cette idée saugrenue, quoi, d'envoyer des gens à travers le monde. Le Japon à peine ouvert. Et il va filmer ce qui ne lui ressemble pas. Et le cinéma, ça va être ça. Le cinéma, d'emblée, nous dit qui nous sommes et qui sont les autres. Et on voit ça dans ce film. C'est pour ça que j'ai voulu finir avec la petite vietnamienne, la petite indo-chinoise, puisque c'était l'Indochine française à l'époque, qui court devant la caméra, parce qu'il y a quelque chose qui est très similaire entre la façon dont il filme ses propres enfants et dont il filme les enfants des autres. Il y avait un homme politique en France qui disait je préfère ma fille à ma cousine à ma voisine à une étrangère. Et bien le cinéma Lumière, c'est tout le contraire. Il y a une sorte d'égalité parfaite dans la manière dont l'être humain, femmes, enfants, hommes, sont captés, sont montrés par le cinéma. Tout ça, ça se savait pas bien, parce qu'on parlait toujours de Lumière un peu de façon scientifique, un peu ennuyeuse, un peu. C'est pour ça que je suis content que vous soyez tous là, parce que souvent les gens disent oh là, on va travailler, quoi. On va avoir un film, on va être obligé de travailler. Comme quand on était à l'école et qu'on vous emmenait au cinéma, on savait qu'il y avait un piège, qu'il fallait faire une dissertation derrière. Bon. Donc on a écouté des générations de gens à voir des films. Mais il y avait plein de clichés contre lesquels il fallait un peu bagarrer. J'ai répondu à ce que vous dites. Il les envoyait par hasard, parce qu'on voit le couronnement du Star, l'incendie de champs de pétrole à Bakou. Ouais. Est-ce qu'ils sont par hasard là, ou bien ils sont les premiers reporters sans frontières quasiment? Oui, oui, un peu. Il les recrute par petites annonces. Cherchons jeunes gens n'ayant pas peur de l'aventure et d'un métier précaire. C'était ça l'intitulé.
Et disait-il, ça va durer quelques semaines, quelques mois, peut-être un peu plus. Et il les forme un peu, puis après, puisque le cinématographe, c'était ça, la caméra qu'on voit. C'est un petit boîtier en bois, et le même boîtier permet de filmer, quand on est sur un pied, de développer en servant de chambre noire et de projeter, avec une lampe à arc et tout ça. Donc c'était pratique. Donc il faisait les films, il les développait, puis il les montrait tout de suite. Et oui, il y a quelque chose à la fois des premiers reporters, à la fois de la mondialisation. Parce que les films tournés au Japon étaient montrés à New York, ceux de New York étaient montrés à Moscou, ceux de Moscou à Madrid. Et la surprise était totale. Parce que sur ces 1500 films qu'il fait, Edison, en effet, dit « mais il est fou, il va tuer la poule aux œufs d'or ». Et Lumière se rend compte qu'en effet, il faut qu'il remplisse les salles, il faut qu'il les nourrisse, donc il faut qu'il fasse des films. C'est pour ça qu'il recrute ces gens-là. Et sur les 1500 films, il y en a des centaines. Il n'y a pas que des films sur l'armée française. Il y en a des centaines qui sont tournés à l'étranger. Et 30 ans avant Albert Kahn, peut-être vous connaissez le nom d'Albert Kahn, qui a fait de l'autochrome, lumière, et du cinéma. Mais c'est dans les années 20. C'est bien après. Et Lumière n'avait rien d'un mécène qui, comme Albert Kahn, Lumière, il était là, il s'est posé des questions de cinéma, quoi. Donc, des sujets. Quelle focale il avait sur son cinématographe? Ce qu'on dirait aujourd'hui 50. À 50. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que, il n'avait pas de viseur, donc il devait composer le cadre en devinant ce qu'il serait, d'où les choses qui sont miraculeuses. Et l'autre chose, c'est qu'ils approchaient ou pas la caméra pour essayer, et on voit, il y a une sorte de grammaire des objectifs qui se fait en fonction plutôt de la position de la caméra, à travers le sujet qui est cadré. Et parfois l'amenant au plus près, en inventant presque, au fond, le plan général d'un chat, c'est presque un gros plan d'un homme ou d'une enfant. On dit que c'est Griffith qui a inventé le gros plan, parce que Méliès, lui, va éloigner la caméra. Et puis après, le cinéma va se figer, le cinéma va devenir théâtral. Le cadre de l'écran, c'est la pièce de théâtre. C'est-à-dire c'est la scène du théâtre. Et on va montrer des choses. Alors que Lumière, lui, d'abord, il a besoin de lumière pour tourner. Et puis, il fait un cinéma moderne. Il envoie, lui et ses opérateurs, sa caméra un peu partout. Ils la mettent sur un bateau. L'histoire est fameuse du premier travelling à Venise, puisque l'opérateur s'est dit « Tiens, et pourquoi je ne mettrais pas ma caméra sur un bateau ?» Bon. Et donc, il fait ce qu'on appelait à l'époque un panorama, le premier travelling. Et là, il a un gros doute. Il envoie le film, il envoie le film à Louis Lumière, à Monsieur Louis, et en disant, voilà, j'ai tenté un truc, si ça ne vous plaît pas, détruisez le film, mais ne me renvoyez pas. Et Lumière a tout de suite vu que le film était super, qu'il y avait là une piste. Il y avait des films à faire, parce que dès qu'un truc marchait bien, il leur faisait des sorties d'usine, il y en a, des arrivées du train en gare 2, il y en a plein. Dans tous les pays, chaque fois, hop, on va à la gare, paf, on filme une locomotive qui arrive. Et on voit d'ailleurs dans les programmes Lumière de l'époque, quand on regarde dans les journaux, ce que j'ai beaucoup fait, on voit c'est marqué « redemandé ». Donc tel film, c'est redemandé. Donc ils savaient ce qui avait du succès, et parfois, comme ils ne faisaient pas toujours des négatifs, et ce qu'on appelle aujourd'hui un internégatif, ils usaient la pellicule. C'est aussi pour ça qu'il y a des films qu'ils ont refaits. C'est qu'ils avaient besoin soit d'alimenter les salles, de les refaire. Bon, on va le refaire, quoi. C'est pareil, finalement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une œuvre aussi pléthorique. Qui fabriquait les pellicules à l'époque? La première pellicule est fabriquée par Georges Eastman. En janvier 1895, Louis envoie un ingénieur à New York pour acheter de la pellicule, et il achète la même que Edison. Il achète la pellicule 35 mm. La seule chose, c'est qu'Edison met 4 perforations carrées, celles qu'on a connues, quoi, par image, et Lumière, qui a peur qu'on l'accuse de contrefaçon, ne fait qu'une perforation ronde de chaque côté. Et puis donc il est là, et puis l'émulsion, il le fait lui, il achète le celluloïd seulement.
L'émulsion, il l'a fait lui. Et puis après, il fabrique sa propre pellicule. Et aujourd'hui, quand vous tombez sur un Bobino, hier, quelqu'un à la Cinémathèque suisse m'a montré 2 films Lumière qui sont des originaux parce que la perfo est ronde. Et les bords ronds, parce que là, dans le film, j'ai aussi voulu que l'image soit à l'intérieur de l'image, car l'image Lumière, et l'image d'ailleurs jusque quasiment dans les années 70, n'était pas très grande. Quand vous allez dans une des salles de cinéma les plus célèbres du monde, le Chinese Theater sur Hollywood Boulevard, quand vous allez dans la grande salle, vous voyez que l'image n'était pas très grande. Les grands écrans, c'est apparu très, très, très tardivement. Bon. D'abord dans les années 50, quand il a fallu combattre la télévision, et puis là, même tout à fait récemment. L'image Lumière, et à Lyon, pour l'ouverture du Festival Lumière, on avait projeté avec un vrai cinématographe, où l'image est extraordinaire, elle scintille, le piqué d'image est sublime, et tout ça, et même de très très loin, on voyait très bien. Donc l'histoire des grands écrans, et moi aussi je suis un spectateur des premiers rangs, j'adore être... Truffaut disait on voit plus de trucs quand on est plus près, mais voilà, donc techniquement, ils se sont occupés de tout parce que c'était des techniciens. À la fin de sa vie, Lumière voulait inventer le sel en couleur. Parce qu'il disait le sel est blanc, le riz est blanc, et quand on sale son riz, on ne voit pas ce qu'on fait. Donc il avait cet esprit-là, quoi. Il avait un grand manteau, il avait toujours des tournevis dans ses poches, au cas où il fallait régler un truc. Hop, sortait son tournevis. Et il était plus mécanicien, physicien. Auguste était plus chimiste et médecin et biologiste. Mais en même temps, c'est aussi l'idée d'éloigner cette idée qu'ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient, quoi. Ils savaient ce qu'ils faisaient, ils ont fait du cinéma. Et ils se sont posé les questions de cinéma. C'est-à-dire, en gros, je veux raconter quelle histoire, comment je le fais, et, question qui ne se pose qu'en cinéma, où est-ce que je mets ma caméra ? Et on voit que chaque fois, il y a des propositions. Alors, il y a encore des films à faire. Hein. Ne croyez pas que j'ai pris la quintessence de ce qu'il y a de mieux, et qu'en fait, tout le reste, c'est pas bien. Non, non, il y a beaucoup de choses très, 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 très belles, quasiment. D'ailleurs, chaque chapitre, on peut en remplir encore pour 3 films. C'est pour ça qu'on l'a appelé L'aventure commence. C'est pour que le 2e s'appelle L'aventure continue, que le 3e s'appelle Le retour de l'aventure, tout ça, quoi. Bon. Mais il y a beaucoup de choses encore, même en exploration esthétique, visuelle, qu'on n'a pas montré. Il y a des trucs, on est ébahi par ça. Et le projet de ce film, c'était qu'il n'y avait pas de raison qu'on regarde ça que pour nous, mais de le partager avec le public. Micro. Alors, excellent. Pourquoi chaque film ne dure que 50 secondes ? Parce que c'était le format des origines. Même Edison faisait des films assez courts. Et puis il y avait une grande table où il y avait comme ça une mesure de 17 mètres. Et plus ou moins à 16 images secondes, ça faisait 50 secondes. Et après, les films vont s'agrandir, mais Le Voyage dans la Lune de Méliès, c'est 6 ans plus tard, 1901, 1902, et qui dure 10 minutes, quoi, un peu moins. Et Lumière a fait L'accident d'automobile, qui est un film tardif et qui est presque un hommage à Méliès, qui vient d'inventer le montage, par accident, comme d'habitude. Méliès, un jour, a assemblé 2 images et s'est rendu compte que ça créait... Alors, il s'en est servi pour faire du cinéma magique, pour faire de la prestidigitation, pour faire autre chose. Mais après, ils ont gardé ça. De toute façon, le cinéma va tâtonner longtemps. Il va y avoir des grands films. Griffith va faire des films très courts, mais aussi des grandes œuvres de 3 heures. Le Napoléon d'Abel Gance, etc. Et puis, vers la fin des années 20, le cinéma va peu à peu commencer à trouver sa durée classique qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire entre 1h30 et 2 heures. Même si aujourd'hui, plein de films font quand même tous plus de 2 heures, ce qui est souvent un peu trop long. Mais voilà, c'est des raisons techniques. Et encore une fois, c'est pour ça que ce film-là est une proposition. Évidemment, j'ai la charge de l'Institut Lumière, donc c'était à moi qu'il revenait de le faire. Mais il ne s'agissait pas d'imiter une projection, sinon
on aurait amené un cinématographe, on aurait fait un film, puis après un autre film. Non, là, il fallait presque... Il y avait, je ne dis pas ça que parce que je suis en Suisse, mais il y a cet extraordinaire poète qui s'appelle Blaise Cendrars, qui avait un jour pris dans les romans de Gustave Le Rouge, et c'est Francis Lacassin qui avait trouvé ça. Il avait pris des phrases et il avait fait des poèmes avec. Et Gustave Le Rouge, qui était un écrivain nouvelliste très populaire, comme Maurice Leblanc, Arsène Lupin, etc., se considérait pas comme un artiste. Et un jour, Cendrars lui a avoué que les poèmes qu'il avait écrits n'étaient tirés que de ses propres phrases. Et après, il a écrit ça, je l'avais sacré poète, lui, l'écrivain. Bon. Et nous, très modestement, mais c'était une façon, encore une fois, de ramener Lumière dans l'histoire du cinéma, où il ne figurait quasiment plus. Oui. Merci. Vous êtes dépositaire d'un patrimoine absolument extraordinaire. On sait que les films très anciens ont des problèmes de conservation, cassent, et voire même que l'émulsion commence à disparaître et à devenir extrêmement fragile. Comment est-ce que vous faites pour conserver des trésors pareils et encore pouvoir les exploiter? Alors ça, c'est une question très intéressante parce qu'en effet, le cinéma muet a disparu à 80%, alors que le premier gisement filmographique du monde, les 1422 films Lumière, on les a tous. On en a 1417. Et parce que Lumière les avait conservés vers lui, à l'usine Lumière. Et Georges Sadoul, en 1946, est allé le voir parce que ça l'intéressait. Il a fait un livre d'ailleurs qui s'appelle Lumière cinéaste. C'est pour ça qu'à la fin, dans le générique, on a mis aux lumiéristes de toujours. Parce qu'il y a plein de gens qui se sont battus pour Lumière tout au long du XXe siècle, et ça n'a pas toujours été facile. Lumière a été aussi beaucoup victime de ses propres turiféraires, des gens qui le prenaient quasiment pour Dieu sur terre. Donc ça a créé une sorte de résistance à ça, et qui lui a nui beaucoup. Bon, pour ça qu'à la limite, moi, qu'il ait inventé ou pas le cinéma, je m'en fiche. C'est le film. Il se trouve que c'est les films de celui qui a inventé le cinéma. Et donc, Sadoul lui a dit, prenez contact avec Henri Langlois qui pourra conserver les films, parce que c'est son métier à la Cinémathèque française. Ce que Lumière a fait. Donc la Cinémathèque française en a conservé longtemps beaucoup. Puis après, on en a trouvé d'autres. Nous, à Lyon, on en a trouvé. On a récupéré nos propres collections qui venaient de la famille, etc. Et en 1995, pour le centenaire du cinéma, on a décidé qu'on rassemblait toutes les collections pour essayer à chaque fois de prendre le meilleur élément. Et dans la restauration, on a toujours vu les films n'importe comment, en format, c'est du 1,33 le format. 1,33, image carrée, qui revient d'ailleurs à la mode chez certains jeunes cinéastes. Le scope, c'est 2,35. Il y a 1,33, 1,37, 1,66, 1,85, etc. Bon. Et on ne voyait jamais les films en 1,33, on les voyait format télé. C'est comme, vous savez, l'histoire que la trépidance du cinéma muet. Mais le cinéma muet n'était pas trépidant. C'est juste parce que beaucoup de films du muet étaient projetés à 24 images. Que la télévision le projetait. Bon. Mais à l'époque du muet, les films étaient projetés à des vitesses tout à fait normales. Bon. Et donc, quand on a recommencé cette restauration, c'est-à-dire en décidant de la faire en 4K, j'avais un doute, parce qu'il y a plein de films que je connaissais bien, qui étaient un peu charbonneux, un peu noirs, qui n'avaient pas de points, rien. Bon. Et puis d'autres qui étaient plus blancs, plus gris. Donc je me suis dit, il faut les classer pour faire évoluer l'œil, mais pas qu'il y ait des ruptures visuelles brutales. Or, surprise, dès qu'on a scanné les éléments primitifs, avant de les retoucher un peu à l'ordinateur pour éliminer les rayures, etc., enfin un travail de restauration classique, on s'est aperçu que ce que vous avez vu, le noir et blanc, le noir était noir, le blanc était blanc, le gris était gris. Encore une fois, c'est admirable le travail de technicien de Louis Lumière. Et il y avait assez peu de films en nitrate chez lui. Il y en a quelques-uns, mais sinon, c'était un positif déjà safety. C'était un technicien, quoi. Il savait que le nitrate s'enflammait. On sait que rapidement, après les premières séances, il y a eu l'incendie du bazar de la Charité. Donc il y a eu
il y a eu des dizaines et des dizaines de morts, donc le cinéma a subi un peu un choc. C'est pour ça qu'en fait, c'est pas tant Lumière qui aurait annoncé la mort du cinéma, c'est qu'on a toujours annoncé la mort du cinéma. Le premier soir, le type M. Volpini, qui possédait le salon indien du Grand Café, donc le loup à Lumière, il dit c'est quoi votre truc? Il dit bah voilà, on va projeter des trucs. Et il dit vous me louez la salle? Il fait oui. Au nombre de spectateurs, il dit ah non, j'y crois pas beaucoup à votre invention, donc on va louer ça au forfait. Et le premier soir, super content, il n'y a que 33 spectateurs. Il se dit leur truc ne va pas marcher, j'ai loué pour un mois, je ne vais pas perdre d'argent. Mais les soirs suivants, des dizaines, des centaines de spectateurs, le cinéma a été un succès immédiat. Et on sait, ça en a des témoignages, les gens sortaient, c'était au sous-sol, il fallait regrimper pour arriver sur le boulevard des Capucines, où des gens agrippaient les passants en disant mais attendez, il faut que vous alliez voir, chancelant ce qu'on vient de voir. Et donc, une foule énorme. Donc, il aurait mieux fait de louer sa salle au nombre de spectateurs, au forfait, au nombre de spectateurs, pardon. Et M. Volpini est celui qui est considéré comme ayant fait la première mauvaise affaire de l'histoire du cinéma. Mais parce que d'emblée, ça a été ça aussi. Une organisation très, très technique, comment on fait, où est-ce qu'on projette, on ouvre des salles à tel endroit, tel endroit. Ça va durer 7-8 ans pour Lumière. Puis entre-temps, Gaumont, Pathé, Méliès arrivent. Et ces 4 mousquetaires-là vont dominer le cinéma mondial pendant quelques années, quoi. Et le cinéma français, à la suite de ça, Alice Guy, la première femme cinéaste, qui était la secrétaire de Léon Gaumont, va aussi faire des films d'emblée, assez rapidement. Mais encore une fois, ce patrimoine-là était en effet... si vous venez à Lyon à l'exposition Lumière, il y a un moment une immense cathédrale, très haute, où on montre les 1500 films en même temps. Oui, ah oui. Le numérique permet ça aujourd'hui. Évidemment, les petits formats, chacun d'entre eux. Si vous vous mettez là, devant, vous serez comme moi, parce que je suis un des rares à avoir vu tous les films. Maël Arnaud, qui est là aussi, a fait ça avec moi quand on travaille déjà sur la suite. Mais là, vous vous mettez devant, vous pourrez dire, ben voilà, moi, j'ai vu tous les films Lumière. Ça vous aura pris une seule minute. Mais c'est aussi ce voyage-là que ici, en prenant notre temps, et puis que là, très très rapidement, et ça fait d'ailleurs presque une œuvre visuellement très très extraordinaire. Mademoiselle, là, oui. Monsieur. Ouais. Il n'y a que les hommes qui parlent. Alors, rapidement, on voit un seul film en couleur, La Danseuse, qui est très beau. Et je voulais savoir... Pas en couleur, mais colorié, quoi. D'accord, ça a été colorié à l'époque. Oui, c'était des films qui étaient coloriés, image par image, au pochoir, par des femmes dans des ateliers. Et après, Lumière, quand je dis qu'il a inventé la photographie en couleur, va faire des films en couleur, un peu plus tard, dans les années 20. Mais oui, il y a après, ça va se faire beaucoup dans le cinéma muet, où on va teinter les images. Par exemple, les grands classiques du cinéma muet, français en particulier, L'Inhumaine, par exemple, tout ça est teinté. Et puis, selon l'humeur du scénario, les chapitres, ça change de couleur. Et c'est aussi ce qui faisait que le cinéma était un art qu'on comparait aux arts plastiques, à la peinture, et qu'on faisait entrer de plein pied dans l'art nouveau. Mademoiselle. Merci. Aujourd'hui, quand on va au cinéma, on regarde un seul film, mais à l'époque, les films ils étaient très courts, donc j'imagine qu'il y en avait plusieurs à chaque séance qui étaient projetés. Et donc ma question est, est-ce que chaque film était présenté avant d'être montré? Et est-ce qu'il y avait de la musique d'accompagnement, comme c'était des films muets? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui faisait un peu de... Oui, chaque film n'était pas présenté. Hein. Il y avait bonjour messieurs, dames, asseyez-vous. Il y a cette histoire d'ailleurs très belle de quelqu'un qui vient à la première séance, à qui Antoine Lumière dit, vous allez voir, mes fils ont inventé un truc extraordinaire. Il s'assoit au premier rang. Et le cinématographe, vous mettiez le film dans l'appareil, sous tension, puis vous branchiez la lampe à arc. Et là, ça faisait comme une projection comme ça.
de diapositives, quoi. Et là, il est là, il dit, il commence à s'énerver, il dit, si on m'a dérangé pour ça, c'était pas la peine, parce que moi, des projections d'images, ça fait des années que j'en fais. Et soudainement, la manivelle s'active et le mouvement apparaît, comme au tout début du film, où on a voulu faire fonctionner ça, quoi. Le cinéma, c'est le mouvement. Et là, il est stupéfait, il regarde ça, et donc chaque film était projeté l'un après l'autre. On rembobinait dans le noir, c'est pour ça que la démolition du mur, quand je dis que c'est le premier effet spécial, c'est que d'une certaine façon, et par accident, ça a créé un effet technique inattendu, et il voit les films, etc. Fin de la projection, il se précipite vers Antoine Lumière, puisque les fils étaient restés à Lyon, et dit, formidable cette invention, j'achète. C'est là que Lumière lui aurait dit, non, cette invention n'est pas à vendre, et remerciez-moi, jeune homme, elle ferait votre ruine, car elle n'a aucun avenir. Et le jeune homme était Georges Méliès. Donc, vous voyez, qui était un copain un jeune ami du père. Et donc, d'emblée, les choses étaient écrites, puisque Léon Gaumont avait assisté à la première séance privée scientifique. Donc, voilà, les séances, c'était ça. Et Michael Powell, dans ses mémoires, dit, mais le cinéma n'a jamais été muet. D'abord parce que soit il y avait de la musique, soit il y avait un bonimenteur, soit c'était dans le silence le plus total, mais les gens commentaient, racontaient, mais aujourd'hui encore, quand on est comme ça, je vais dire en famille, entre amis, parce que là, il y a une sorte de politesse qui fait qu'on n'ose pas trop parler à voix haute dans une salle publique, mais le cinéma, il y a toujours eu quelque chose relatif à son propre bruit, quoi. Il y a voir les séances de cinéma dans les films de Fellini. Oui. C'est ce qui se passe en Inde aussi, c'est ce qui se passe un peu partout. Le cinéma est resté populaire. Il n'y a que Maxime Gorky qui, d'emblée, a écrit sur le côté sinistre du cinématographe. Et nous, on a pensé que c'était plutôt lui qui était sinistre, quand on connaît son œuvre, qu'il n'avait pas le cœur à rire quand même, mais sans doute qu'il avait assisté à une séance dans un silence de cathédrale. Et, vous avez déjà en partie répondu à la question que je voulais poser, mais est-ce qu'il y a eu des gestes de vouloir garder la mémoire de ce qu'il faisait, des gestes d'archivage pour transmettre, pour garder pour Lumière parce que oui, parce que je vois que vous avez une documentation extraordinaire et je me demande cette documentation, comment elle est arrivée. Est-ce que c'était quelque chose tout simplement lié au fait que c'était une famille de culture qui voulait garder son patrimoine, ou il y a eu vraiment une sorte de désir de léguer quelque chose? Ouais. Non, le vrai truc, c'est que personne ne s'est intéressé à Lumière. Quand je parlais de Georges Sadoul et de Langlois, il y a eu des projections faites à la Cinémathèque française, mais encore une fois, il y avait cette espèce de légende cliché, quoi, qui voulait que c'était pas du cinéma, il fallait s'y intéresser après. Et puis il y a toute une mythologie que moi je déteste dans le cinéma muet, les fantômes, les magiciens, les illusionnistes, tout ça. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me plaît, parce que quand on dit oui, le cinéma vient du théâtre, non, le cinéma vient du cinéma. C'est la côte de Ève. Non, c'est ça, la côte d'Adam, voilà, bon. Là, ça montre que le cinéma a son propre langage d'emblée. Bon. Et donc, personne ne faisait très, très attention, mais quand même, depuis les années 90, on s'y est un peu remis. En fait, il y a eu une grande bataille sur les droits, provoquée par nous, par l'Institut Lumière, et qui a été réglée, en fait, qu'il y a très, très peu de temps, par la famille qui a dit, nous voulons que ce soit l'Institut Lumière qui gère définitivement les droits. Avant, on faisait ça de manière très collective. Donc, comme très souvent, c'est pas comme ça qu'on est le plus efficace. Et depuis qu'on a récupéré les droits, on a lancé ces restaurations, on a fait cette exposition. Là, le DVD bientôt va sortir. Et la documentation, il y a quand même des choses. Il y a des chercheurs qui ont fait un travail formidable. Par exemple, le catalogue de tous les films, leur datation de tournage, où est-ce qu'ils ont été montrés, en assemblant des chercheurs qui ont additionné l'étude des programmations Lumière dans plein de villes différentes du monde entier. Tout ça a
quand même créer un matériau. Et puis nous, là, les films que vous voyez là, bientôt, dès que le film sera un peu sorti partout, on va les mettre sur Internet pour les télécharger un par un. On va faire comme Edison, il faudra payer pour les voir. Hein. Mais voilà, pour accompagner d'une façon scientifique, bien que je revendique complètement la manière dont on le présente ici, et vous avez vu des films lumière comme personne ne les a jamais vus, intacts, comme ils ont été tournés à l'époque, parce que restaurés dans leur entièreté de l'image, et avec une proposition, peut y en avoir d'autres, qui consiste à dire on les assemble pour en faire un film de cinéma d'1h30. Et avec ce commentaire, parce que moi j'aime bien qu'on me commente les symphonies de Beethoven, parce que je ne connais pas grand-chose à la musique classique, et j'aime bien qu'un spécialiste me dise ah, là il se passe ça, là il se passe ça. C'est ce que, très pédagogiquement, très modestement, j'ai voulu faire, mais aussi pour restituer l'humeur particulière qui fait que les gens, parfois, n'osent pas rire. Il y avait, en parlant des chercheurs, le père Lumière ne voulait pas que ça s'appelle cinématographe, parce que c'était un nom un peu commun. Il voulait que ça s'appelle Domitor. Il avait inventé un nom, Domitor. Et les filles n'ont jamais accepté. Bon, bref. Et il y a une association, ça vous ne le tweetez pas, hein, il y a une association de chercheurs qui, des premiers temps, des sémiologues, dont des types quand même très très ennuyeux, qui font tout le temps les conférences, et nous on les appelle dormitors, pas domitor, dormitors. Parce qu'ils nous envient. Et c'était aussi contre ça qu'il fallait se battre. C'est-à-dire contre le fait de faire des grandes phrases, de s'approprier un cinéma, et puis d'essayer d'inférioriser le public. On va vous expliquer, nous, ce que c'était. C'est pas ça, du tout. Et la famille Lumière, pour ce qu'on en sait, mais on en sait pas mal, la famille Lumière était une famille formidable. D'abord, qui avait beaucoup d'esprit de famille, comme je vous l'ai dit, mais aussi qui a capté dans son cinéma, dans ses photos, quelque chose d'une humeur de l'époque qui est très belle. D'ailleurs, je ne dis pas que c'était le bonheur, on ne va pas dire non plus que Proust, c'était la France. Zola décrivait déjà des choses terribles au même moment. Bon. Mais les films Lumière captent, à un certain moment, entre 1895 et 1900, quelque chose qui dit qu'à l'époque, on croyait au futur. On pensait que le futur allait vous apporter des choses formidables, qu'on allait être heureux, que la mécanique, la technique apporterait le bonheur. Bon, tout ça est vite, rapidement parti en vrille avec la Première Guerre mondiale, et ce siècle qui s'annonçait bien a été quand même globalement l'un des pires de l'histoire de l'humanité. Bon. D'ailleurs, c'est ce qui, sur la petite fille à la fin, là, la petite fille au Vietnam, j'avais montré les films à Martin Scorsese quand il préparait Hugo Cabret. Vous l'avez reconnu, Scorsese, à la fin, là, hein. Bon. Non, parce qu'on finit par pas être sûr que pour nous, c'était évident, mais quand même, quelqu'un vous a dit, c'est qui à la fin, là? Quelqu'un vous a dit, c'est un autre ouvrier. Il y en a qui nage, bon. Et il était venu à Paris, je lui avais montré les films parce qu'il voulait savoir comment ça s'était passé. Puis moi, je ne voulais pas qu'il y ait des erreurs dans son film, il n'y en a d'ailleurs pas. Et on avait parlé de ça, et évidemment, on avait évoqué, pour une petite fille qui court devant la caméra au Vietnam, une autre petite fille qui court devant la caméra au Vietnam, la petite fille de 1965 à Hanoï qui fuit le napalm. Et on se disait, lui disait, entre les deux films, il y a le XXe siècle. Ce siècle qui promettait d'être un truc formidable, qui n'a pas été, mais le cinéma a gardé ça avec ces deux films, parce qu'il y a une photo célèbre de la petite fille, entre parenthèses photo, qui très souvent est censurée dans les journaux, parce que la petite fille est nue. Ce qui en dit long sur le politiquement correct de l'époque. Bon. Mais il y a également un film, si vous allez sur Internet, il y a un film de ça, et c'est presque pareil, quoi. Elle est filmée, elle court. Bon. Eh bien, il y a le bonheur d'un côté, et puis il y a autre chose de tragique de l'autre. Et puisque je parle d'Internet, d'ailleurs, allez voir, quand vous rentrerez tout à l'heure, sur Internet, le tableau de Cézanne, les joueurs de cartes. Vous verrez que le film est composé exactement de la même manière que le tableau. Que les frères Bisson, qui ont photographié la mer de glace en 1862, donc un peu plus de 30 ans avant, la photo est bien antérieure, le cadrage du film Lumière que je vous ai montré là, c'est exactement le même.
Donc il y a deux solutions. Soit il connaissait, et ça on ne sait pas, hein, Lumière et la culture de son époque, on n'a aucune trace, pas de témoignage, rien. Mais soit ils connaissaient le tableau de Cézanne, et c'est génial, ils ont refait un film à partir d'un tableau, soit ils ne le connaissaient pas, et c'est encore plus génial. Ils ont fait, bon, pareil pour la photographie. Ils mettent cette caméra-là vraiment d'une manière similaire à une photo extraordinairement célèbre. Les Marines de Gustave Le Gray, ces photos qui s'arrachent aujourd'hui à prix d'or, c'est exactement ce film où la barque essaye vainement de sortir d'un port. Le cadrage du quai, c'est exactement... Alors après, il y a d'autres raisons qui font que les photos de Le Gray sont géniales, mais c'est exactement le même cadrage. Et là, on aimerait en savoir plus. Malheureusement, on en est réduit à faire des hypothèses. Je voulais savoir si c'est vous qui avez voulu la musique de Saint-Saëns pour accompagner ce film et qui est responsable de ce magnifique montage musical. Oui, c'est moi qui ai voulu la musique de Camille Saint-Saëns parce que c'était un contemporain de l'époque des Lumières. Donc je voulais qu'on écoute la musique de cette époque-là. J'aurais pu mettre Bruce Springsteen, ça m'aurait plu parce que j'aime bien Bruce Springsteen, mais je pense que ça n'aurait pas convenu. Et j'ai fait le montage avec un de mes collaborateurs à l'Institut Lumière qui s'appelle Thomas Valette. Et j'ai voulu qu'on alterne comme ça le commentaire. On avait déjà fait un truc. Là, on a enlevé un peu des voix pour de temps en temps donner du silence ou donner uniquement de la musique. Alors là aussi, c'est une proposition. Parce que c'est pas comme ça, il n'y avait pas d'orchestre symphonique avec les Lumières, mais il y a quand même quelque chose de l'humeur de cette époque qui vient aussi de cette musique de la période française, géniale, hein, de Ravel, de Debussy, de Gabriel Fauré, de Saint-Saëns, qui était leur prof à tous. Deux petites questions, s'il vous plaît. Premièrement, est-ce qu'il n'y avait aucun moyen de copier ces films, ne serait-ce que par contact? Et la deuxième, est-ce que ces scènes ont été tournées plusieurs fois parce qu'on admire un peu la façon dont il a pu faire ce tournage en respectant les 50 secondes et en ayant toute l'histoire, tout le déplacement de chariots, de chevaux, oui. etc. C'est deux questions très, très intéressantes auxquelles on ne peut pas répondre techniquement. Alors si, sur la copie des films, ils ont fait des copies, bien sûr. Et des copies par contact, par bain classique, de photographie et de cinéma. En revanche, par exemple, dans le catalogue Lumière, il y a 2300 numéros. Et il n'y a que 1400 films. Et il y a des manques. Il y a des numéros qui ne sont pas attribués. Donc soit ils ont détruit des films, soit ils attendaient d'autres films, ou plutôt ils laissaient des numéros vacants au cas où d'autres films de telle ou telle catégorie pouvaient rentrer dans ce catalogue de vente. Hein. Ils ont inventé aussi la vente des films. Et donc on ne sait pas ça. Non, ça, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas. Parce que, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, Lumière est mort, Louis est mort en 1948 et Auguste en 1954. Et l'usine Lumière est restée debout jusque dans les années 70. Ensuite, elle a été rachetée par Ilford. C'est un Suisse, non? Ilford, c'était pas les Suisses? Non? C'est les Anglais, oui, non. C'est par Ciba. Ciba, c'était les Suisses, non? Enfin, pour nous, les Lyonnais, c'est tous des Suisses. Bon. Et après, par Ilford. Et donc, elle a été détruite et installée à l'extérieur de Lyon. Puis après, ça s'est carrément arrêté. Donc, il n'y avait pas de mythologie. Méliès, il y a eu rapidement de la mythologie parce qu'il s'est arrêté très tôt de faire du cinéma avec un drame, etc., que ces films, qu'il a incendié sa propre filmographie. Vous n'avez plus d'originaux de Méliès. Chaque fois, il faut retrouver. C'est comme Blanc et Demilly, les photographes lyonnais, les Robert Doisneau lyonnais, il n'y a plus de négatifs parce que ça a été complètement jeté à la poubelle. Donc, il n'y a plus que les collectionneurs qui peuvent reconstituer l'œuvre. Et Lumière, c'était là, et même à Lyon, hein, tout le monde s'en fichait, quoi. Il n'y a que la rue du premier film. Alors, elle a été baptisée dans les années 20, rue du premier film. C'est pour ça qu'un jour, un enfant, parce que je faisais de la plaisanterie habituelle sur
Lumière n'est pas un pseudonyme. Et en plus, il invente le cinéma dans un quartier qui s'appelle Montplaisir. Donc Lumière de Montplaisir, Thomas Edison et son kinétoscope ne pouvaient pas lutter contre des origines pareilles. Et un jour, un gosse ajoute, et il invente le cinéma rue du premier film quand même, très fort. Et alors il dit non, là c'est bon. D'ailleurs, un autre gosse nous avait dit, le premier film tourné à Lyon, c'est l'arrivée du train en gare de la Ciotat. Donc là aussi, on s'est dit qu'il y avait quand même un peu un travail de pédagogie et de géographie à faire aux jeunes Français. Bien, nous remercions Thierry Frémaux d'être venu. Je rajoute juste d'ailleurs un truc, parce qu'on en parlait hier justement à Lausanne, mais aussi, dernière chose, pardon, on dit toujours Lumière, c'est le documentaire, et Méliès, c'est la fiction. Et c'est pas vrai. On voit là, puisqu'il a fait de la fiction, il a fait La Rose arrosée, qui est le 5e film chronologiquement. Et en fait, c'est pas ça du tout. C'est Lumière, c'est Rossellini, et Méliès, c'est Fellini. Lumière, c'est Renoir, c'est Kiarostami, c'est Bresson, c'est Cassavetes, c'est Piala, c'est Keshish. Et Fellini, c'est Hollywood. Méliès, c'est Fellini, et c'est Hollywood. C'est Jacques Demy. C'est-à-dire l'un prend le réel et le restitue, et l'autre prend le réel et le réinvente, et le rend magique. Et ces deux choses-là ne s'opposent pas. Elles sont au contraire complémentaires, et elles font ce qu'est le cinéma, et votre compatriote Jean-Luc Godard a dit ça très tôt, comme quoi il y a quand même des gens qui se sont intéressés à la lumière, quand il a dit « Lumière, c'est l'extraordinaire dans l'ordinaire », et Méliès, c'est l'ordinaire dans l'extraordinaire. Et ces deux veines-là sont, quand on veut faire du cinéma, quand on veut écrire des romans, on va être quoi? On va être forcément l'une de ces deux choses-là. Et ça reste ça. C'est Keshish ou c'est Star Wars. Quand j'ai fait les premières projections numériques à Cannes, c'était Sokourov, avec un film tourné en un seul plan, auteur russe. Et puis c'était Star Wars, un blockbuster américain, par George Lucas, militant de la cause du numérique. Mais ces deux choses-là font ce qu'est le cinéma. Et ça encore, c'était aussi une autre légende qu'il fallait casser un peu. Bien, merci Thierry. Vous avez le livre Sélection officielle et puis aussi le livre anniversaire du 70e anniversaire du festival qui est juste à la sortie de la salle. On a vendu 15 à Lausanne hier, donc faites mieux. Donc il faut faire mieux. Il faut faire 16 au moins. Et le film est à l'affiche tous les jours, donc dites-le autour de vous. Et je voudrais remercier Filmcopy, parce que le distributeur suisse, puisque le film a été vendu dans une trentaine de pays. Ça a été un gros succès en France. Et puis là, j'arrive d'Espagne, de Finlande, de Lettonie. Et encore une fois, ce n'est pas les films qui nous appartenaient. Il fallait, pas aux Lyonnais, pas aux Français, il fallait les rendre. Et on est très heureux de voir que le film sort ici en Suisse.